Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. L'école a le très grand plaisir d'accueillir ce soir Dominique Borne. Et je dois dire qu'à titre personnel, je suis vraiment enchanté qu'il ait accepté de prendre du temps pour venir ici. Dominique Borne va vous présenter son livre « Quelle histoire pour la France ». C'est le résultat d'une longue méditation qu'il a engagée à titre professionnel comme inspecteur général de l'éducation nationale pour l'histoire, puis comme doyen de sa discipline. Ensuite, il a exercé une seconde responsabilité dans le cadre d'une deuxième vie. Il a présidé, après Régis Debray, c'était le deuxième président, l'Institut européen en sciences des religions, qui a été fondé à l'instigation de Régis Debray à la 5e section des sciences religieuses à l'école pratique des hautes études. Et puis depuis, il a pris du champ et du temps pour réfléchir, et c'est ce dont il va nous parler maintenant. Quelle histoire pour la France? Qu'entend-on par histoire? Qu'entend-on comme France, par France? Dans le tout sur l'écho assourdi d'un débat qui avait agité un certain nombre de chartistes, il faut bien dire, à propos de la réutilisation de l'hôtel de Rohan et la création controversée à l'époque d'une maison de l'histoire de France. Dominique, je te laisse la parole. Merci Jean-Michel Munoz, c'est moi qui suis très honoré d'être invité à l'école des Chartes, et dans cette nouvelle école des Chartes, rue de Richelieu. Mon propos sur l'histoire de France est d'abord de préciser que l'histoire de France, j'aime bien dire que ça n'existe pas. Je veux dire, l'histoire de France n'existe pas en soi. L'histoire de France, d'abord parce que les historiens, en général, ne s'occupent pas de l'histoire de France. Les historiens s'occupent de leur domaine. Ils sont médiévistes, ils sont contemporanéistes, ils sont antiquisants, ils s'occupent de chartes, ici plus particulièrement, etc. Mais l'histoire de France est une invention. Le premier qui l'ait vraiment inventé, c'est bien sûr Jules Michelet qui a inventé l'histoire de France. Je veux dire que les historiens ne font pas l'histoire de France et qu'elle est inventée ensuite, par quelques grands littérateurs comme Michelet ou par les politiques. Et telle qu'elle est inventée, il y a plusieurs récits possibles. Moi, ce qui me frappe quand je regarde l'histoire de France, c'est que aucun récit s'impose. Je vous ai projeté ce petit manuel. L'édition que je vous projette est une édition de 1948. La première édition est parue en 1942, mais je n'ai pas vu l'édition de 1942. 1948, la couverture dit clairement ce que pouvait être une petite histoire de la France à cette date. Vous remarquerez que les personnages qui forment frise tout au long de cette histoire de France, ici en haut et en bas, sont majoritairement des militaires. Le premier, je ne sais pas trop si c'est un Gaulois ou un Franc, c'est un peu les deux à la fois, je pense. Alors, le Moyen-Âge est représenté par une dame avec un Hénin et un page, Jeanne d'Arc bien sûr, ensuite. Je pense qu'il y a un mousquetaire et puis un cardinal, peut-être Mazarin, peut-être Richelieu, c'est pas indiqué. Il n'y a pas de roi, très étrange, hein. Il n'y a pas un roi dans cette frise. Ensuite, on a des personnages peut-être du XVIIIe siècle, hein, XVIIe ou XVIIIe. On a visiblement un soldat de la Révolution, il est en pantalon, il est sans culotte, hein, ce soldat de la Révolution. On a ensuite un cavalier de l'Empire, bien évidemment. On a un couple de bourgeois du XIXe et on a un soldat de la Grande Guerre. Donc clairement, c'est le rythme de l'histoire de France est un rythme militaire, essentiellement. Il n'y a pas de pouvoir, très étrange, cette frise. Hein. Le pouvoir n'est pas représenté. Il y a un peu de société, mais étrangement, il n'y a pas de paysans, par exemple. Hein. Il y a un peu de société, mais essentiellement des militaires.
La France, en fait, l'histoire de France a longtemps été conçue comme l'histoire du territoire français et comme la narration des moyens militaires essentiellement qui ont permis d'organiser ce territoire, de l'asseoir, de le construire. Mais en réalité, quand on regarde bien et si on approfondit, il n'y a jamais eu un seul récit, mais deux récits concurrents. Les deux récits concurrents, je les appelle, on pourrait leur trouver d'autres noms. J'appelle l'un l'histoire providentielle, et l'autre le récit républicain ou le roman républicain, comme vous voudrez. Le récit providentiel, il commence, et je vous montre une autre image ici, il commence toujours avec Clovis. Vous avez ici à droite une image du baptême de Clovis qui est représentée dans une chronique du XVe siècle. Donc c'est très tardif, hein. Et vous avez la représentation de toute la monarchie dans son détail. Au centre ici, le baptême de Clovis. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais immédiatement après, un roi avec des fleurs de lys. Je ne sais pas si c'est Clovis, je ne pense pas que Clovis avait encore les fleurs de lys, sûrement pas. Hein. Touche les écrouelles. Hein. Vous avez en haut de l'image, en haut à gauche, on donne à la France ses emblèmes, ces Marie qui ont l'écu de la France est donné par Marie au roi. Il y a la bataille fondatrice. On a Charlemagne en bas. On a non seulement Reims pour le baptême, mais on a Saint-Denis et l'oriflamme de Charlemagne. Hein. On a un résumé de l'ensemble de ce qu'est la monarchie, telle qu'elle s'est inventée, telle qu'elle a inventé un récit, qui se met en place au XIIe, XIIIe siècle, ce récit-là, autour de Philippe Auguste et de Louis IX. Le récit se met en place d'un début de l'histoire de France, où on a inventé, on le voit très bien ici, hein, on a inventé un Clovis, premier roi de France. Et Clovis, on ne peut pas dire que Clovis était réellement roi de France, hein, à aucun titre. Mais l'invention de Clovis comme roi de France, et la coïncidence entre premier roi et le baptême, donne tout un sens à une histoire providentielle. Et ensuite, l'histoire providentielle se déroule jusqu'au désastre majeur de janvier 93, où il y a une espèce d'interruption tragique de l'histoire providentielle, et avec ensuite, elle ne se retrouve que par raccro, cette histoire providentielle. L'autre grand récit, le récit républicain, il prend sa source, il commence soit avec Vercingétorix, avec cette particularité très française de faire comme date fondatrice une défaite. Je ne sais qui disait, dans un mot assez joli, en France, tout revers à sa médaille. Hein. En France, tout revers à sa médaille, le revers d'Alésia devient une médaille glorieuse, si je puis dire. Hein. Pourquoi d'ailleurs commencer une histoire avec une défaite? Une question, j'essaierai d'y répondre tout à l'heure. Vercingétorix, l'autre grand commencement de l'histoire républicaine, c'est bien sûr la Révolution. J'ai une image ici de la prise de la Bastille qui vient du musée Carnavalet et qui date de l'anniversaire de 89. Hein. C'est une image commémorative et qui montre la glorieuse prise de la Bastille. Pourquoi ces deux commencements? Vercingétorix, me semble-t-il, vous savez que l'histoire providentielle présentait les Francs et les Francs de Clovis comme des vainqueurs. Et les Francs étaient présentés comme les ancêtres de tous les nobles. La justification de la noblesse et de sa prééminence était de descendre des vainqueurs. Donc, les Gaulois d'avant, si je puis dire, ou le peuple gallo-romain d'avant, deviennent les vaincus et deviennent le peuple. Donc, commencer par Vercingétorix, c'est commencer par le peuple. Et c'est tracer ensuite une histoire
complètement fantasmagorique. Hein. C'est tracer ensuite une histoire qui amène au tiers-état. Je veux dire que le Vercingétorix préfigure le tiers-état. Encore une fois, c'est une histoire dont vous voyez bien qu'elle est imaginaire. Hein. Il n'y a aucun lien direct entre les Gaulois de Vercingétorix et le tiers-état, mais c'est ainsi qu'on reconstruit une histoire qui amène à 89 et qui amène à la revanche du tiers-état sur ses nobles. Hein. Alors, dans la suite de l'histoire républicaine, il y a le temps 89, amplifié ensuite par la Troisième République, bien sûr, et mis en scène ô combien par la Troisième République, et puis il y a un nouvel avatar du récit républicain avec en gros Jaurès, Blum, puis Mitterrand, puis d'abord la résistance et la libération, puis Mitterrand, avec cette lecture de l'histoire. Elle n'est pas seulement républicaine et populaire, elle devient sociale, avec le mot fameux de Blum, faire entrer dans la cité ceux qui campaient à ses portes, hein. Donc accroître la dimension, et donc on a une histoire républicaine qui s'élargit ensuite. C'est très clairement repris. Vous voyez le discours d'investiture de Mitterrand en 81, c'est le sens de l'histoire qu'il déploie en 81 jusqu'à son arrivée au pouvoir en 81, où il accomplit les promesses de l'histoire. Alors, ces deux histoires, providentielles et républicaines, qui sont l'envers l'une de l'autre, et qui n'ont cessé de dialoguer l'une avec l'autre. De dialoguer et de se combattre. Ces deux histoires ont en commun d'être toutes les deux téléologiques, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les deux une fin annoncée. Toutes les deux, elles vont quelque part. C'est une histoire qui va quelque part. L'histoire providentielle, elle va vers les fins dernières. L'histoire providentielle, elle va vers le jugement dernier. Elle va vers la fin des temps. Et elle va vers le salut. Et le salut pour les Français, tellement aimés de Dieu, etc. Hein. L'histoire républicaine, elle va vers le bonheur pour tous. Elle va clairement aussi vers les fins dernières. Elle va, c'est une forme d'eschatologie comparable. Elle va vers le bonheur pour tous, promis, et donc elles sont parallèles, elles ont une forme, l'une et l'autre, de transcendance. Et pendant très longtemps, les politiques ont utilisé ces récits pour donner sens à leur programme. J'ai regardé de près je vais y faire une allusion, les discours d'inauguration de leur présidence entre De Gaulle et François Hollande. Il est très frappant de constater que De Gaulle, comme Mitterrand, s'inscrivent clairement dans une histoire et situent leur action dans la cohérence d'une histoire. Ils prolongent une histoire. Les textes sont tout à fait clairs. Entre les deux, il y a une espèce de moment étrange qui est la présidence de Giscard d'Estaing, où Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, dit de manière étrange qu'il ouvre une page blanche. Il n'y a pas d'histoire avec lui. Pas d'histoire nommée. Hein. Il n'y a pas d'histoire du tout. C'est une prétention tout à fait extravagante, d'ailleurs, hein, quand on y réfléchit. De dire que j'ouvre la page blanche et que dorénavant, ce que je vais écrire fera l'histoire, mais avant moi, il n'y a rien. Je ne m'enracine sur rien. Alors ensuite, il y a Mitterrand, je l'ai dit, c'est assez plat, Pompidou et Chirac, la grande histoire de la France, mais assez vide et assez banal, si je puis dire. Hein. Avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, on a étrangement une parenté, dans le domaine en tout cas que je regarde, c'est que l'un et l'autre utilisent l'histoire comme pour des leçons de morale. Voilà comment je pourrais le dire. Hein. Et de manière tout à fait particulière, ils l'utilisent l'un et l'autre non pas comme un élan pour une politique, non pas du tout comme un élan pour une politique, mais comme des exemples à donner. Et vous savez que l'un et l'autre
leur période de référence quasi exclusive, c'est la période de la Résistance. L'un et l'autre, c'est la lettre de Guy Môquet que Nicolas Sarkozy demande à tous les enseignants de lire à leurs élèves, c'est les pantonisations, regardez les dernières pantonisations voulues par François Hollande, c'est tous des résistants, qui sont lutteurs dans la résistance. Comme s'il n'y avait plus que la résistance qui puisse faire exemple moral et qui puisse faire une bonne référence. Il n'y a plus l'histoire de France, si elle devient uniquement un exemple moral. Et c'est un des problèmes, ce qui veut dire qu'il est de plus en plus difficile, à mon sens, d'indiquer l'avenir si on ne se réfère pas au passé dans lequel il pourrait plonger. Alors, il me semble que ces récits, excusez-moi, il faut ajouter cependant qu'il y a un personnage dans l'histoire qui a un rôle très particulier, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, en fait, ne choisit pas un des deux récits. Toute l'œuvre du général de Gaulle, l'œuvre en termes de l'œuvre imprimée, si je puis dire, mais aussi en termes de l'œuvre publique et des discours publics, il se réfère indifféremment aux deux traditions. Indifféremment, il prend comme départ l'histoire de France soit Clovis, soit Vercingétorix. Il prend l'un ou l'autre indifféremment. Indifféremment, il célèbre les rois, la Révolution, etc. Et c'est le seul peut-être, un peu comme le petit manuel dont je vous montrais la couverture il y a un instant, c'est le seul qui fasse la synthèse des deux récits. Le gaullisme est une sorte de synthèse historique des grands récits qui racontent l'histoire de France. Ma seconde grande observation, c'est que ces récits, dorénavant, sont usés. Alors, le constat de l'usure des récits, c'est que d'abord, ils ne sont plus réellement utilisés par les politiques. Les politiques n'utilisent plus les récits pour asseoir leur futur, pour envisager comme un tremplin pour le futur. J'ai parlé de leur usage moral. Et il semble que Régis Debray l'a dit récemment dans un petit bouquin qui s'appelle Madame H. Madame H, c'est Histoire H. Où il se désespère, Régis Debray, qu'il n'y ait plus, dit-il, de bouquet final. Ben non, il n'y a plus de fin dernière. On n'envisage pas ni le bonheur pour tous, ni un jugement dernier des fins dernières. Il n'y a plus de bouquet final, et donc, Régis Debray se désespère et dit que l'histoire est finie s'il n'y a plus de bouquet final. Je ne pense pas que l'histoire est finie s'il n'y a plus de bouquet final. Mais c'est vrai que on ne croit plus aux eschatologies. La crise du récit de l'histoire, du récit historique, c'est aussi la crise du récit historique, et je crois une crise du présent. C'est que on vit en permanence dans ce que François Hartog, l'historien François Hartog, appelle le présentisme. C'est-à-dire on vit au ras des écrans. Et que toute histoire devient présent, et présent permanent, instantané. C'est le rôle des écrans, et en même temps la mondialisation fait qu'il n'y a pas non plus d'espace. Tous les événements, où qu'ils soient dans le monde, arrivent le soir au journal de 20h ensemble, si bien que l'espace est indistinct et le temps est uniquement le temps présent. Et je crois que donc on perd à ce moment-là le sens de l'histoire. L'autre raison qui explique, je crois, l'usure des récits et leur inadéquation, c'est que on n'arrive pas à distinguer ou à analyser les rapports, plutôt, entre l'histoire nationale et l'histoire européenne. Je crois qu'il y a un déficit d'histoire européenne. Déficit européenne et que l'Europe, on ne sait pas raconter l'histoire de l'Europe. Je ne sais pas s'il y a des enseignants ici, mais les enseignants d'histoire, en lycée ou en collège, ils arrivent à raconter l'Europe, la construction européenne, dans ses débuts. Vous savez, dans ses débuts, années 50,
Jean Monnet, Robert Schuman, et puis Adenauer, etc. On décide de mettre en commun les ressources de charbon et d'acier, et le raisonnement est limpide et très directement transmissible. Si on met en commun les ressources qui permettent de faire des canons, on ne pourra plus tirer à coups de canon les uns contre les autres. Donc, il y a un récit pour la paix, qui est un récit parfaitement pédagogique dans ses éléments, et qui marche tout à fait bien. Mais ensuite, raconter l'histoire de l'Europe, raconter est-ce que les montants compensatoires, c'est vraiment une histoire qui est possible, j'en doute. Hein. Donc, on a un déficit d'histoire de l'Europe. Et donc l'articulation entre l'Europe et le récit national est fort difficile. Troisième raison, troisième ou quatrième, je ne sais plus. Il me semble que la société dans laquelle nous vivons a profondément changé et les récits ne sont pas adaptés à ce changement. Autrement dit, tous ceux qui vivent en France, ceux qui vivent en France et sont français pour l'essentiel, ne sont pas dans le récit national. On a un vrai problème, si vous voulez, d'absence dans le récit national d'une partie de ceux qui habitent en France, qui n'existent pas dans le récit national, qui ne sont pas partie prenante dans le récit national. Donc c'est un problème de... Ne faudrait-il pas faire entrer dans le récit national ceux qui n'y sont plus, ou pour le dire autrement, le pluralisme de la société n'est pas vraiment représenté actuellement dans le récit. La société qui était une société, et certains encore le regrettent, on a eu ici ou là des manifestations, des expressions politiques qui le montraient, la société qui était en majorité catholique, en majorité, etc., en majorité rurale, en majorité catholique, c'est complètement déstructuré ou restructuré, hein, mais n'est plus la même. Et cette société, il me semble que le récit historique n'en rend pas compte. Et puis on se rend bien compte, ô combien, avec les événements que nous venons de subir en France, que ces événements, par exemple, on a un mal considérable, regardez les commentaires, hein, à les faire entrer dans le récit national. Ils ne rentrent pas dans le récit national. Je dis l'histoire est illisible. Hein. L'histoire est illisible. Et on ne sait pas comment, d'où ça vient, comment ça s'articule. Hein. Et comment, alors certes, des tragédies de cette nature, la France n'en est peut-être pas eu vraiment connue depuis peut-être 1940, hein, peut-être, hein, au moins en termes de résonance, Mais, alors que, jusqu'alors, les grands conflits qui ont animé la vie politique rentraient clairement dans l'histoire. Je vais prendre deux grands conflits de la deuxième moitié du XXe siècle. Ces deux grands conflits sont d'une part le conflit colonisation-décolonisation, hein, qui sont les deux grands conflits, un des grands conflits bien sûr, hein, et l'autre c'est la guerre froide. Ces deux grands conflits qui traversaient la société française, qui opposaient d'ailleurs le conflit colonisation-décolonisation, etc., opposaient grosso modo les tenants de l'histoire providentielle et les tenants de l'histoire du roman républicain. Hein. Grosso modo, c'était une nouvelle manière de les opposer. La guerre froide, de la même manière. Hein. Là, les Français étaient divisés entre eux, mais le conflit rentrait dans une histoire qu'on pouvait analyser, pouvait être mis dans le déroulé de cette histoire-là. Les conflits que nous vivons aujourd'hui, on a beaucoup de mal à les faire entrer dans un récit. Alors, cette crise du récit historique veut-elle pour autant signifier que toute histoire nationale serait périmée? On a entendu, il n'y a pas tellement longtemps, beaucoup de voix qui le disent. Hein.
il n'y aurait plus que l'histoire, disent certains, connectée, tout ensemble, entre les différents, et synchronisée entre les différentes régions du monde. Hein. Et dans un monde dans lequel nous vivons, les histoires nationales n'auraient plus de sens. Est-ce que c'est ça la vraie raison? Personnellement, je ne le pense pas. Et j'en veux pour preuve les réactions spontanées après les événements récents auxquels je faisais allusion. Les réactions spontanées sont une recherche du national. Drapeau, Marseillaise. On l'avait déjà vu après les attentats de janvier. Là, de manière encore plus forte, drapeau, Marseillaise, une espèce de recherche du national, recherche sans contenu très précis, c'est tout à fait intéressant. Recherche sans contenu très précis, recherche sans référence particulière à une période de l'histoire. Et en ce sens, j'étais extraordinairement frappé de constater comment la cérémonie de la semaine dernière dans la cour des Invalides, la cérémonie d'abord c'est peut-être pour la première fois qu'une cérémonie de cette dimension-là et de cet impact-là émotionnel et politique, etc., hein, n'a aucune trace de religieux dans cette cérémonie. Il n'y a pas beaucoup de présidents de la République qui sont morts sans l'Église. Hein. Même Mitterrand, vous savez, une messe est possible, avait dit Mitterrand. Hein. Les événements de quand Paris a été libéré, le général de Gaulle est descendu de l'Arc de Triomphe et est allé vers Notre-Dame hein, pour écouter un Magnificat. Et là, certes, les différents clergés ou différents représentants des religions étaient invités, mais il n'y avait aucun signe. Hein. Alors, c'est pas non plus... Alors certes, c'est la cour des Invalides, ce qui donne une image un peu militaire. Hein. On a bien vu qu'avec la musique qui était chantée, on ne voulait pas donner cette image militaire. Hein. Donc c'est une image qui se réfère, à mon sens, qui cherche ses références. Cette cérémonie, me semble-t-il, était à la recherche de références historiques, sans que ces références soient clairement indiquées lors de la cérémonie. Et le discours de François Hollande, qui est un discours élevé de réflexion et d'émotion, avait fort peu de références historiques. Hein. Donc, où nous situons-nous? Comme s'il y avait une recherche, sans qu'on sache très bien sur quel point s'appuyer pour cette recherche. Je crois que la difficulté majeure, c'est que pour reprendre la même image que j'ai empruntée à Régis Debray, s'il n'y a plus de bouquet final, est-ce qu'on peut encore imaginer une histoire sans fin programmée? Le pari que j'essaie de tenir ici, c'est que il faut imaginer une histoire plurielle. Et je prends l'exemple des commencements de cette histoire. J'ai montré comment les deux grands récits historiques, le récit providentiel et le récit républicain, avaient choisi des origines. Clovis, Vercingétorix, etc. On peut choisir d'autres origines. Et il faut professer, je crois, que l'histoire de la France a de multiples origines. Moi, j'aime bien prendre un exemple, entre beaucoup d'autres, mais moi, j'aime bien, je m'amuse dans mon livre à le faire, à commencer l'histoire de France lors de la fondation de Marseille, Massalia. 600 avant notre ère. Je rappelle la légende et l'histoire qui sont entremêlées. On a un texte très tardif, un texte qui a 5 siècles de décalage, 5 ou 6 siècles de décalage, qui est un texte de Justin, qui lui-même recopie. Enfin, c'est extrêmement complexe comme source. Mais ce que raconte Justin, c'est que des Phocéens sont partis vers 600 sur leur Panthécontaire, navire à 50 rames, depuis Phocée en Asie mineure, avant que Phocée disparaisse de la civilisation grecque parce que conquise par le roi des Perses, par le grand roi. Et
À leur tête, il y avait Protis. Alors Protis est sans doute passé à Delphes, parce que quand on colonisait, on passait à Delphes. Et puis il est parti vers l'Occident, et Protis et ses compagnons sont arrivés devant une crique, une calanque, plus précisément. C'était le futur Vieux-Port, si je puis dire. Hein. Et là, ils ont débarqué, parce que c'était un bon abri, et ils voulaient fonder une ville. Et là, raconte Justin, ils sont tombés sur un mariage local. On a très peu de traces des locaux qui habitaient là, on les appelle les Ségobriges, on ne sait pas très bien qui sont les Ségobriges. Celtes, Ligures, on ne sait pas très bien, peu importe. Les textes nous disent que le roi, qu'on appelle Nan dans les textes, mariait sa fille, qu'on appelle Gyptis, et que chez les Ségobriges, il y avait un rite qui faisait que lors d'un banquet, la jeune fille choisissait elle-même son époux. On peut imaginer la suite, hein, c'est comme dans un film hollywoodien. Hein. Quand Protis arrive, Gyptis tombe pâmée devant le beau grec, hein, elle lui tend la coupe d'eau. Alors ce qui est très beau dans ce récit, c'est que, et ainsi il faut fonder Marseille d'un mariage, d'une rencontre, entre indigènes ségobriges et grecs. Et Justin, d'ailleurs, développe ensuite la leçon de cette fondation. Il explique que c'était le mariage c'est la civilisation qui était apportée par les Grecs. Et la civilisation, pour Justin, sont des murs ceints de remparts, c'est la culture et pas l'élevage simplement, et puis c'est l'empire des lois, et pas seulement l'empire des armes, et c'est aussi le vin par rapport à l'eau. Et vous savez, c'est l'histoire. Alors l'histoire rencontre ensuite l'archéologie. L'archéologie a montré que Marseille avait réellement été fondée autour de 600 avant notre ère. Hein. On a les traces archéologiques précises. Et assez récemment, on a montré que sur la butte Saint-Charles, il y avait sans doute un, ou peut-être le, tout premier vignoble français. Donc c'est Protis qui a apporté la vigne et qui l'a planté, c'est superbe comme histoire et comme mythe, si vous voulez. Et que la vigne a été apportée ainsi, et le vin, et le vin et tout ce qui s'entraîne, hein. Le vin des libations, le vin des banquets, toute une civilisation est entraînée par le vin, bien sûr. Hein. Alors ce mariage, moi je trouve que, pour commencer l'histoire de France, ce mariage de l'eau et du vin me semble un très beau commencement, si vous voulez. Un très beau commencement. En plus, ça montre bien comment l'histoire de France a été une série de mariages, a été pluriel à tout moment. Hein. Et donc, on pourrait tout aussi bien commencer ainsi. Mais c'est pas du tout un commencement que je présente comme exclusif. Hein. Si on a une autre vision de l'histoire de France, on peut commencer au néolithique. Et, dans la longue durée, montrer que l'histoire de France, c'est l'histoire des paysans, d'abord pendant très longtemps, hein, jusqu'aux années 1960. C'est l'histoire des paysans et de la terre, essentiellement, l'histoire de France. On peut très bien montrer cela. On commence au néolithique, on montre que, entre le Xe et le XIIIe siècle, ce sont les paroisses qui s'installent, que la République ensuite a pris la suite en créant les communes, mais dans le même cadre géographique que les paroisses, et que ce tissu-là, qui a fait la France, hein, ne s'est défait qu'à partir des années 1960. C'est aussi un récit que l'on peut faire de l'histoire de France. Hein. Et il y en aurait, bien sûr, beaucoup d'autres, hein, récits de l'histoire de France. Ce qu'il faut accepter, donc, c'est que l'histoire de France ne soit pas une ligne, mais soit davantage un archipel. Ne soit pas une ligne continue allant vers une fin, mais soit différentes îles. Si je reprends la métaphore de l'archipel, et que différentes îles et qui ne vont pas forcément vers une fin obligée. Ça, c'est donc la liberté des commencements, et qui change tout. C'est aussi l'articulation nécessaire, pas encore faite, et toujours pas faite dans les récents programmes scolaires, qui n'en parlent pratiquement pas, l'articulation indispensable entre l'histoire de l'Europe et l'histoire des nations. Vous savez, quand on regarde bien l'histoire de la France, hein, jusqu'à quand? Jusqu'au XIe, XIIe siècle. Vous savez, le mot France apparaît pour la première fois dans la chanson de Roland. Et le roi de France est longtemps roi des Francs avant d'être roi de France. Et que,
pendant tout un temps, le temps celte, le temps romain, le temps carolingien, la France est perdue en Europe. Hein. La France n'existe pas, au sens précis de ce mot. Et progressivement, les nations, la France parmi d'autres, les nations sont sorties de l'Europe. C'est un processus qui apparaît très clairement, processus qui tient aux langues, j'en dirai un mot tout à l'heure, qui tient aux langues, qui tient à plein de choses, hein. Mais le processus est fort clair. Et on voit bien comment, depuis quelques dizaines d'années maintenant, ces nations qui sont sorties de l'Europe y reviennent, si je puis dire. Hein. Il y a un mouvement tout à fait intéressant qui n'est pas suffisamment analysé à mon sens, de sortie de l'Europe et de retour vers l'Europe. Je veux dire qu'on ne peut plus actuellement faire une histoire de France qui ne fait pas une histoire de l'Europe. Et que les deux histoires devraient être dialectiquement aménagées, dialectiquement construites. Donc c'est le second point. L'histoire de l'Europe est indispensable pour provoquer une histoire de France. Ensuite, il faut se rendre compte que il faudrait poursuivre l'histoire de l'Europe, l'histoire de la France. On sait bien, et c'est une histoire à ce moment-là vue d'en haut, comment en France, ce que je veux dire est une banalité, hein, l'État a précédé la nation. Il y a une construction constante de l'État, commencée sous la monarchie, ô combien, hein, poursuivie, Tocqueville l'a clairement montré, poursuivie ensuite par la Révolution, l'Empire, et puis les régimes qui ont succédé, et on a construit d'abord l'État. On a d'abord construit l'État, et ce qui te fait intéressant à raconter l'histoire de France, c'est de montrer comment la nation a investi l'État. L'État qui est d'abord l'État royal, qui est l'État d'un personnage, devient l'État national, pris en main par la nation. Et cette nation, je crois qu'il faut élargir actuellement sa définition. Trop souvent, on se contente de la généalogie de 89. Dieu sait si cette généalogie est importante. Mais et des premiers combats républicains. C'est ainsi que la nation, d'abord, a été définie et continue à être définie. Moi, ce qui me frappe, c'est que on vit encore sur des schémas mis en place, ces schémas idéologiques mis en place par la Troisième République. C'est fort clair sur la devise républicaine, c'est fort clair sur la laïcité. C'est des schémas mis en place par la Troisième République, on peut se demander s'ils sont encore complètement adéquats, hein, sur lesquels on vit. Et que je crois qu'il y a d'autres mouvements de longue durée qui éclairent différemment l'histoire de France. L'exemple que je voudrais prendre ici maintenant, mais on pourrait en prendre d'autres, hein, c'est l'exemple des migrations. Il me semble, alors, le résumé que je vais faire est outrageusement simplificateur, mais c'est un schéma que je présente qu'il faudrait nuancer ensuite. Hein. Il y a toujours eu, dès qu'on saisit qu'il y a les premières villes en France, il y a en France des migrations des campagnes vers les villes. Le mouvement des campagnes vers les villes est constant dans l'histoire de France. Et ce mouvement constant est accompagné dans le lieu où les paysans arrivent, est accompagné par une peur des nouveaux arrivés, qui en général d'ailleurs ne parlent pas la langue des villes. On ne parlait pendant très longtemps, on ne parlait français, la langue du roi, que dans les villes, ou pratiquement. Et ils ne parlent pas la langue des villes, et ils sont considérés plus ou moins comme des barbares. Bon, un mot, le grand livre de Louis Chevalier, Classes dangereuses au XIXe siècle. Les classes dangereuses sont les paysans qui arrivent à Paris. Hein. Classe populaire, classe dangereuse, hein, dit Louis Chevalier. Quand le réservoir rural a commencé à être tari,
quand il n'y a plus assez de paysans dans les campagnes pour nourrir les besoins des villes, alors commence l'immigration. Ce qui me frappe, c'est la continuité, contrairement à ce qu'on dit souvent, la continuité entre les mouvements migratoires et les mouvements immigratoires. Mais ils ne venaient plus du Cantal, mais de l'Atlas ou des Aurès. Hein. Et d'ailleurs, ils parlaient quelquefois mieux français que les paysans du XIXe siècle. C'est un paradoxe que j'indique, hein, mais qui est réel. Et donc, ces nouveaux arrivés sont considérés à leur tour comme des barbares. Il y a de continuité, qu'ils soient italiens à Aigues-Mortes, pogrom à Aigues-Mortes en 1800, à la fin du XIXe siècle, tout à fait la fin du XIXe siècle, 98 je crois, hein, et où qu'ils soient plus récemment, il y a ce mouvement constant de rejet. Donc il faudrait, dans la longue durée, faire une analyse de la longue histoire, et de la longue histoire aussi d'ailleurs, à ce propos de la langue. Je vous montre, vous le verrez, je vous montre un document que moi j'aime beaucoup, dont on ne parle pas assez un manuscrit, dont on ne parle pas assez, à gauche les Saintes Fois, bien sûr, mais vous avez un manuscrit qui date du IXe siècle, et qui est le premier poème connu en français. Ça s'appelle la Cantilène de Lally, hein, et c'est un chant liturgique en l'honneur d'une petite martyre imaginaire sans doute, hein, qui n'a pas d'existence historique, petite martyre des temps romains, des temps de persécution romaine, petite martyre espagnole semble-t-il, et puis on a retrouvé ce manuscrit dans une bibliothèque du nord de la France, c'est à Valenciennes je crois, le manuscrit, et qui raconte comment ça commence Buena Pucelle, bonne pucelle fut Eulalie, bel esprit, etc. Et puis on cherche à la tuer pour lui faire abjurer sa foi. Elle finit décapitée, puis son âme s'envole au ciel. Hein. Et c'est le premier texte, tout à fait émouvant, on le trouve, c'est le premier texte, 9e siècle, premier texte connu, écrit dans ce qu'on peut appeler le français, ou le futur français. Oh, un peu de Picard ici, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Manuscrit du 9e siècle. Et qu'il y a une longue histoire de la langue. Longue histoire de la langue qui a rapport avec les langues locales, les parlers locaux, qui a du rapport aussi avec la langue coloniale. Tout cela, il faudrait analyser, je crois, les mouvements de la langue, de la longue durée, ce qui n'est pas vraiment fait. Hein. L'histoire de la langue n'est pas enseignée dans les classes. Hein. Alors qu'il me semble que ce serait tout à fait important. De même, toujours dans la longue durée, il faudrait enseigner les rapports complexes, mouvementés, entre la France et l'islam. Et qui ne sont pas du tout des rapports univoques. Hein. Il y a eu un temps, vous le savez, la France, par exemple, n'était pas à l'épante. L'épante qui constitue, quand on se trouve à Venise, l'épante est partout. Hein. L'épante 1571, grande victoire de la chrétienté contre les Turcs, hein. Grande victoire navale de la chrétienté contre les Turcs. La France, à ce moment-là, arrivait quelquefois, depuis François Ier, à s'entendre avec le sultan. Donc il y a une histoire qui n'est pas linéaire, qui est complexe, qu'on ne peut pas résumer, qui est une histoire de conflit et d'entente, une histoire extraordinairement complexe, mais qu'il faudrait absolument analyser sur le temps long, et ça passe bien sûr par l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. Je crois enfin, et je m'achemine vers mes conclusions lentement, je crois enfin qu'il y a une forme de ce que dit cette crise des récits et ce que disent en même temps l'ensemble des événements auxquels nous assistons. C'est une forme de crise de confiance et une forme d'épuisement, moi, ce que j'appelle le réseau républicain, ou mise en place des élites, on peut critiquer le mot élite, peu importe ici, qui est mis en place dans les années 1880 à peu près, et qui à mon sens n'a jamais été mis en cause ni remplacé.
Dans les années 1880, les républicains mettent en place un réseau d'influence et d'encadrement. Ça s'appelle bien sûr l'école, 82, la loi Ferry 82 sur l'école obligatoire. Ça s'appelle les mairies, on a parlé de la révolution des mairies, ça s'appelle les municipalités élues, puis les conseils généraux, tout un réseau. Ça s'appelle aussi la franc-maçonnerie. Ça s'appelle un réseau étroit, ça s'appelle la presse régionale. Il y a tout un réseau qui se met en place et qui structure, encadre une société. Et il était fait, ce réseau était construit pour la société telle qu'elle était, construit autour, en gros, autour de deux grandes forces, les paysans, globalement vus, et les bourgeois des villes. La République se met en place pour encadrer cet ensemble. Et d'ailleurs, ça se traduit dans le domaine scolaire. L'école primaire, c'est essentiellement pour les paysans, très majoritaire. Les lycées, c'est pour la bourgeoisie. Le latin, c'est pour la bourgeoisie et les lycées. C'est pas pour les paysans qui n'ont pas accès au latin, etc., etc. Si vous voulez. Une espèce de... On tient par réseau de grandes forces. Alors ce monde a complètement changé et on voit bien comment. On voit comment aussi avec les prévisions électorales pour dimanche prochain. Comment ce réseau-là est complètement mis en cause, est mis en doute et ne fonctionne plus. Et comment il cherche à fonctionner. La Voix du Nord qui dit il ne faut pas voter pour, etc. Grand quotidien régional qui a l'habitude de tenir son... et qui ne le tient plus. Et donc, il n'y a plus de prise, me semble-t-il. Il n'y a plus de prise, et on ne sait pas, me semble-t-il. Alors c'est peut-être l'analyse, pardonnez-moi ces propos trop rapides, parce que ça mériterait, vous pourrez peut-être me poser des questions, ça mériterait des développements beaucoup plus importants. Ce que je décris là, c'est peut-être une crise du jacobinisme. C'est peut-être une crise de quelque chose vu d'en haut et construit justement avec des relais locaux. C'est peut-être ça qui est en crise. La crise en crise. Alors, que peut-on faire autrement? Et il me semble que il faudrait être au clair avec cette histoire pour donner des indications, pour aller plus loin et pour proposer des programmes, pour proposer tout simplement un avenir. Moi, ce qui me frappe actuellement aussi, c'est l'indécision et même parfois les volte-face sur le thème « Qu'est-ce que la France dit au monde de ce qu'elle est ?» Qu'est-ce que la France dit au monde de ce qu'elle est? Avec quand même un double discours. Il y a le discours de défense sécuritaire et puis il y a le discours 89, droits de l'homme, qui ne s'ajustent pas tout à fait, qui parfois sont tenus successivement, sans... Alors, il n'y a peut-être pas de contradiction entre les deux, certes, il n'empêche. Et il y a, me semble-t-il, une oscillation actuelle entre le regret de ne plus être une puissance et la tentation d'affirmer encore une puissance. Et puis, l'image, la France, les droits de l'homme 89, etc. Et entre ces deux tentatives, ces deux tentations, il me semble qu'il y a hésitation et la recherche aussi d'une forme de transcendance. J'ai dit que les deux grands récits dont j'ai essayé de montrer l'usure étaient animés par des transcendances. Je crois que un autre des problèmes de la France, c'est qu'elle est à la recherche d'une transcendance perdue. Mais là, je ne vous dirai pas laquelle il faudrait trouver. Merci. Merci beaucoup pour ce très bel exposé qui mêle la science et la conviction. La conviction justifie qu'il n'y ait pas, qu'on puisse discuter des détails. Absolument. Et la science fait qu'on peut aussi mettre de côté ses convictions. Absolument. Nous avons un long moment pour discuter, si cela vous dit. Moi, je dirais en premier, peut-être que
les deux modèles, on pourrait discuter du détail de chacun des deux modèles, par exemple, dire que en fait c'est Napoléon III qui a inventé Vercingétorix, plus que la République, avec Alésia, le nom c'est sous la Restauration, ça s'invente. Sous la Restauration, ça s'invente, très précisément. Ça compte l'instrumentalisation. Oui, c'est vrai. On peut discuter des détails. On n'est pas là pour discuter des détails, mais d'aller droit aux idées générales, bien entendu. On pourrait dire que les deux modèles ont en commun l'idée de progrès. Oui. Et ce progrès est perçu comme étant un progrès dans l'ordre, je n'emploierai pas le mot unité, mais je dirais unitarisme, tellement il y a du volontarisme là-dedans. Dans ce sens, ces deux discours se rejoignent sur ce point-là. Il faut assurer l'unité des sociétés qui sont dans ce territoire que l'on a constitué et fabriqué et que l'on a lui-même rendu un. Et alors aujourd'hui, effectivement, je crois que le premier coup de boutoir, à mon avis, ça vient de l'extérieur, c'était l'Europe, le fédéralisme, le confédéralisme et surtout l'Europe des régions, met à mal la question de la nation. Et puis, le deuxième problème, il faut évidemment regarder en face. La France est probablement, de tous les États d'Europe et peut-être même du monde, je pense au Japon et même aux États-Unis, le pays qui n'a pas trouvé les réponses dues à l'implantation de populations allogènes. Voilà, et du coup, l'unité du corps social se trouve grandement en péril, tel qu'on l'entend dans le cadre des deux discours que tu viens de citer. Enfin, je brosse à grands traits mes propres réflexions par rapport à tout cela, et je laisse la parole à la salle. Oui, monsieur. Est-ce que cette question sur l'histoire de France, est-ce que ce n'est pas une question très française? Et c'est là que je voulais savoir, est-ce qu'on peut essayer de poser la question, est-ce que les Allemands, les Italiens, les Espagnols se posent dans les mêmes termes dans leur question d'histoire? Est-ce que c'est une question vraiment, moi j'ai l'impression que c'est une question très française. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse c'est oui et non. Quand on compare, il y a plusieurs manières de répondre. Quand on compare dans les programmes, et donc dans les manuels, peu importe, la place consacrée à l'histoire nationale, la France consacre plutôt moins de place à l'histoire nationale que d'autres pays européens. Beaucoup moins que l'Espagne, par exemple. L'Allemagne, on ne peut pas dire, parce que l'Allemagne, c'est les Länder, donc la comparaison est difficile. Mais en général, beaucoup moins que la Russie. Beaucoup moins. Donc, oui, c'est compliqué ça, parce que on peut se demander si la France consacre plutôt moins, relativement, à l'histoire nationale. C'est parce qu'elle a tendance à croire aussi que l'histoire universelle, c'est son histoire à elle. Elle a tendance vous voyez, les droits de l'homme et la révolution, c'est le monde entier, si je peux dire. Donc, alors, ce qui est certain en tout cas, c'est que chaque pays européen a un rapport à l'identité. Moi, je le prendrais comme ça, le problème que vous posez, si vous voulez. Un rapport différent à l'identité. Ce qui est certain actuellement, c'est pas tellement... C'est le rapport à ce que révèle le débat sur l'histoire, c'est un rapport difficile avec l'identité, ou des débats autour de l'identité. Alors, l'identité nationale, je n'ai pas prononcé cette expression exprès dans mon propos, parce que c'est une expression très compliquée, en raison des débats même qu'elle a provoqués, très compliquée à utiliser simplement, si vous voulez, l'identité nationale. Mais c'est vrai que, comment on définit ce que c'est que la France, et donc, quelle histoire on va choisir, si vous voulez. Je ne l'ai pas dit, mais ce que je vais ajouter à ça, ce qui me frappe beaucoup dans l'ensemble du débat, je vous ai montré le petit manuel largement militaire, actuellement, et depuis 15 ans, à peu près. Il n'y a plus de guerre dans l'histoire de France. C'est un phénomène tout à fait étrange. Les tout derniers programmes, le programme d'avant, dans le primaire, il n'y avait plus que Alésia et Verdun. Étrange, plus rien d'autre.
dans le dernier programme, il n'y a plus que les guerres mondiales. Rien d'autre. La Révolution est évoquée, et Napoléon est évoqué sans qu'on parle de la guerre, ce qui est quand même un peu paradoxal quand même. Hein. Alors, ainsi, on efface, si vous voulez, et c'est le côté moralisateur des temps actuels. L'histoire sert à la morale. Alors, la guerre, c'est pas de alors, la guerre, elle sert uniquement quand on peut trouver des victimes à déplorer. Et à ce moment-là, on retrouve la morale, si vous voulez. Et quand on regarde bien les commémorations de 14-18, qui ne cessent de s'enchaîner, hein. On a commencé en 14, 15, et puis on va arriver à Verdun hein, l'année prochaine, hein, bien sûr. Hein. Ces commémorations insistent beaucoup plus sur la souffrance des soldats, le malheur des veuves et des orphelins, qu'il n'y a plus d'héroïsme hein, dans la commémoration. Alors, si vous voulez, le débat est très profond sur ces sujets-là. Le débat est très profond, et moi, ce qui me frappe, c'est que, à mon sens, il ne touche pas assez les historiens. Les historiens ne s'en préoccupent pas assez de ce débat-là. De manière très caractéristique, je dois dire que mon livre a davantage intéressé les politiques que les historiens. J'ai été invité à l'Assemblée nationale par un groupe parlementaire à évoquer ces thèmes-là. Je suis allégé par, bon, peu importe, et d'autres épisodes de ce même style, si vous voulez. Alors qu'il y a eu assez peu de réactions d'historiens pour discuter de ce que je raconte, qui n'est pas forcément juste, hein, et qui peut être bien sûr discuté. Et donc là, il y a, on est, je crois, dans un problème politique, profondément politique, sur la définition, mais vous savez bien que on se débat sur des problèmes qui disaient, vous savez bien qu'il disait, il y a peu de temps que la France était majoritairement blanche et chrétienne. Hein. Bon, voilà. Alors, ces questions, et après on se bat autour de propos comme ça qui n'ont pas de sens en réalité, qui n'ont pas de sens scientifique, hein, bien évidemment. Mais on se bat autour de ces propos-là. Alors il y a un débat autour de l'identité. Il y a un débat autour de l'identité, ce qui montre à la fois l'attachement de la France pour son histoire, une histoire dont on ne sait pas actuellement ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, si vous voulez. Il me semble, on est dans un état d'indécision sur quelle histoire on retient pour les temps présents. On a besoin d'une histoire pour le temps présent, mais quelle histoire on retient. C'est l'analyse que je fais du temps présent. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à votre question. Je vous en prie. On ne parle plus aujourd'hui de chronologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si on parle de chronologie, pourquoi vous dites ça? Mais si on parle de chronologie. Mais si on parle de chronologie. Alors, est-ce que je peux compléter cette oui, mais je vais répondre, oui. Parce qu'on a dit, et bon sang, c'est assez exact, on a dit que la disparition de la chronologie dans les programmes d'histoire du secondaire remontait à la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, à la réforme Abi, qui, soit dit en passant, avait comme directeur du cabinet d'ailleurs un peu chartiste, qui était lui habitué à la chronologie. Et on a dit que c'est à partir de là que tout a commencé à se désintégrer petit à petit, pour produire du discours non chronologique, le paysan à travers les âges, le monde. Non, mais. Donc. Alors, ma question était. Et on a trouvé un bouc émissaire. C'est les annales. Ça concerne directement la profession que tu exerces. On a trouvé un bouc émissaire, on a dit, ça c'est l'idéologie de l'inspection générale d'histoire. J'aimerais savoir, justement, puisqu'on... Tu veux que je découvre mon idéologie, c'est ça, hein, publiquement. On parle des programmes d'histoire. Parlons des programmes d'histoire. Oui, mais je peux en parler. Non. Qui fait les programmes d'histoire? Est-ce qu'il y a des directives dans la politique? Tu dis que les politiques s'intéressent à la question. Ou est-ce que ça reste au niveau, entre guillemets, technique, c'est-à-dire l'inspection générale? Non, mais l'inspection générale n'a jamais fait. La question est certes, maladroite, peut-être. Non. Bon, je ne crois pas que la chronologie. Alors, c'est compliqué. Je vais répondre les deux questions à la fois. Hein. Il y a eu un moment où, effectivement, ça correspond à Giscard, mais Giscard n'en est nullement responsable, ni Abi, encore moins. Hein. Il y a eu un moment où on a été tenté dans les programmes, effectivement, années 70, début années 80, de mettre en pratique les nouveautés portées par ce qu'on appelle les annales, en gros. C'est-à-dire la longue durée, c'est-à-dire
c'est-à-dire effectivement la vie des paysans, c'est-à-dire bon, plein de choses, hein, l'histoire sérielle, tout ce qu'on voudra, hein, que cette tentative a été un échec et qu'on est revenu globalement à la chronologie. Hein. Bon, moi j'ai été responsable des programmes, je peux dire clairement, je suis responsable essentiellement avec mon ami Serge Berstein, on a co-présidé avec le professeur Serge Berstein un groupe technique disciplinaire dans les années 90, et en 95 sont sortis des programmes. Moi j'étais responsable collège et lycée, je n'étais pas responsable du primaire, hein, collège et lycée, sortis des programmes où, à mon sens, il y avait de la chronologie. Ça dépend de ce qu'on appelle chronologie, encore une fois. Hein. Ça dépend de ce qu'on appelle chronologie. Ce qu'on a cherché dans ces programmes-là, par exemple, on avait établi que à chaque classe de collège, il fallait absolument savoir, vous pouvez vous reporter au texte, il fallait savoir 10 moments historiques. Alors je dis moments historiques et pas date, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il me semble, le plus important, c'est pas de savoir la date précise de construction du Parthénon ou des stratégies de Périclès, mais de savoir que Périclès et le Parthénon, c'est au 5e siècle avant notre ère à Athènes. Et ça suffit, me semble-t-il, hein, ça une chronologie. Donc ce qu'on avait mis en place, c'est des moments historiques, si je peux dire. Hein. Des moments historiques et une dizaine obligatoire par année et vérifiée au brevet ensuite. Bon, ça c'est comme ça qu'on l'a fait, hein, mais personne ne le sait, ça. Hein. Personne ne le sait, personne ne le dit. Hein. Donc la chronologie était bien là, et il y a des choses qui sont... Alors maintenant j'ai un peu perdu le fil, puisque je ne suis plus responsable des programmes, et alors, les programmes, pour continuer à répondre, les programmes, dans la manière dont, à l'époque où j'étais en responsabilité, je n'ai eu à aucun moment aucune instruction. Enfin, je peux le dire clairement. Hein. Et on a été totalement libre, intellectuellement libre. Alors on a eu des groupes de pression qui sont manifestés, c'était des débats, comme toujours, des débats naturels. Hein. Les protestants ont estimé que la réforme n'avait pas sa place suffisante, bon, etc., etc. Tout ça est sain d'ailleurs, tout ça est naturel, qu'il y ait un débat là-dessus, ça me va très bien. Hein. Alors actuellement, comment ça se passe, c'est un tout petit peu différent, me semble-t-il, actuellement. Ça a toujours été différent aussi pour le primaire, où beaucoup de ministres aiment bien faire des programmes de primaire. Et où ils mettent la main, où ils mettent leurs pattes, hein, où ils mettent bon. Donc c'est un peu différent selon les niveaux. Ceci dit, après, les profs sont, vous savez, les profs sont libres quand même. Hein, et les programmes, c'est pas... Ils n'attachent pas les profs, il n'y a pas un inspecteur par semaine qui vient vérifier. Les programmes sont faits. La moyenne de temps entre deux inspections, c'est 7 ou 8 ans. Hein. Alors, vous savez, on a le temps d'être libre pendant les 7 ou 8 années. Hein. Et même l'inspecteur n'est pas... Bon, bref. Donc, voilà ce que je peux répondre, si vous voulez. Mais la chronologie, à mon sens, si vous voulez. Alors, je réponds autrement aussi. Il me semble que la vision chronologique dont tout historien a besoin, on va être d'accord là-dessus, bien sûr, la vision chronologique qui est indispensable aux historiens, ne doit pas éliminer, ce que j'essaie de faire une fois ou deux dans ce livre, des moments synchroniques. J'ai pris un exemple à un moment, et j'ai essayé d'articuler une synchronie autour du grand tableau de Philippe de Champaigne, le vœu de Louis XIII. Parce qu'il me semble qu'autour de ce grand tableau-là, on peut articuler, alors je cite en vrac, hein, c'est le moment du Cid, c'est le moment du discours de la méthode de Descartes, c'est le moment des derniers procès de sorcellerie, Urbain Grandier, etc. Hein. Il y a un moment qu'on peut analyser par réseau synchronique, si je puis dire. Hein. Et il me semble que ça aussi, c'est partie de l'histoire, si vous voulez. D'analyser des moments, et pas seulement la ligne chronologique, parce que le gros danger de la ligne chronologique, si vous voulez, c'est d'induire, pour ceux qui l'utilisent mal, bien sûr, hein, mais de risquer d'induire un déterminisme absolu. C'est ça. Moi, je me rappelle, j'ai même péché, tout début, je me rappelle avoir fait d'absurdes graphiques sur la montée de l'absolutisme, si vous voulez, qui étaient d'absurdes graphiques, vous savez, d'Henri IV à Louis XIV, hein, où je faisais, pour me faire comprendre de mes petits élèves, d'absurdes graphiques qui n'ont pas de sens, bien sûr. Hein, parce que pour l'historien, l'événement est singulier, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Donc,
il y a des dangers aussi de la chronologie dont il faut se méfier, d'autant plus que la chronologie, telle qu'elle est pratiquée, c'est la chronologie des gouvernants, hein, essentiellement. C'est guère autre chose, hein. C'est guère autre chose. Ça c'est un vrai problème, hein. Et l'intérêt, quand même, du petit passage par l'école des annales, c'était d'introduire d'autres formes de chronologie, hein. Personne ne dit assez dans les programmes que la fin des paysans est sur 3 millénaires un des événements les plus importants de l'histoire de France. Personne ne le dit, ça. Personne ne prend comme date les années 60 pour dire cela, hein. Et c'est de la chronologie, ça, vous voyez. Donc, à la chronologie traditionnelle, il y a plein de choses qui échappent, hein. Encore une fois, la fin des paysans, pour moi, c'est la date la plus importante de l'histoire de France, hein. Dans la longue durée, hein. Avec tout ce que ça implique avant-après, hein. Alors ça s'étend sur un temps long, c'est pas une date, hein. Ça s'étend sur un siècle presque, hein. Mais on voit bien maintenant, c'est fini, il n'y a plus de paysans, hein. Ou ceux qui restent sont des cultivateurs qui vivent comme des gens des villes, hein. C'est quand la télévision qui vit absolument comme... Il n'y a plus de spécificité, hein. C'est fini. Donc, vous savez, c'est pour ça que je suis nuancé sur la chronologie, hein. On est bien d'accord, il faut bien sûr que... On se lamente. Vous savez, sur ça, et sur ils ne savent plus rien, on l'a toujours dit à tout moment. Je peux vous faire un florilège, hein. On dit même que le rapport du second concours de l'agrégation disait que le niveau avait baissé par rapport au premier, hein. On est dans les années 1823, c'est ça, quelque chose comme ça, pour les premiers concours d'agrégation. Le président du jury disait, mais c'est beaucoup moins bon que l'année dernière, hein. Mais c'est toujours comme ça, on dit toujours ça, hein. Alors, il reste à montrer aussi comment, d'une école articulée avec des spécificités pour la totalité du peuple et autre chose pour une minorité, on est passé à une école globale, si vous voulez. Et ça change tout, là aussi, hein. Et ça, c'est les années 60-70, hein, c'est pas si vieux que ça, hein, du siècle dernier, hein, où on passe à une école 45, 39, 6% d'une classe d'âge au baccalauréat, hein, 6% en 39. Hein. Donc, après, ça change. Ce qu'on a appelé le collège unique, là, on retrouve René Haby, là, hein, ce qu'on a appelé le collège unique, qui était tout extraordinaire, qui était un programme de gauche combattu par les Anglais de gauche, tout ça étant tout à fait extraordinaire quand on regarde a posteriori, hein, qui était le vieux programme de l'école unique, qui était porté par la gauche depuis tout le XXe siècle, hein, et qui a été, auquel sont opposés les syndicats de gauche, et de droite aussi, rassemblés pour une fois. Hein. Mais, bon, alors il y a plein de choses à mettre en cause. Hein. Oui, je vous en prie. Vous avez parlé de chronologie. Vous avez dit fort justement que le problème de la chronologie, c'est qu'elle se réfère beaucoup à la chronologie politique des dirigeants. Mais on peut imaginer un autre type de chronologie, oui. Parce qu'il me semble quand même que la géographie et la chronologie, c'est quand même deux façons assez intéressantes de comprendre la place, sinon le rôle, de son pays sur un territoire, sur un continent, et dans le temps. Hein, je crois que, effectivement, manifestement, quand je repense à mes propres études, moi j'ai été enseigné, j'ai jamais été enseignant d'histoire, et donc je m'aperçois que la seule fois de ma vie où j'ai, en un an ou deux, eu un enseignement sur toute l'histoire de France, dans un livre qui était finalement celui que j'ai présenté au début, Oui. je fais des études d'histoire, j'adore l'histoire, mais je m'aperçois qu'effectivement, depuis l'école primaire, je n'ai jamais eu l'occasion de resituer mon pays, son histoire, dans une histoire très longue, c'est par tranche, et en plus, avec cette chose absolument extraordinaire qui consiste pendant le secondaire à ne jamais, alors c'est souvent les mêmes profs, à ne jamais vraiment faire de lien entre la géographie et l'histoire, et à encore moins de lien ça vous avez bien raison. La littérature et l'histoire. Vous avez bien raison. Toujours subtilement à ne pas faire la même période en français, enfin en littérature, pardon, et en histoire. Bon, voilà, donc ça ce sont des remarques, mais j'ai une question qui critique une de vos remarques. Vous avez dit, certains disent que la France est un pays majoritairement blanc et chrétien.
finalement, je pense que 80% des Français actuels ne bondissent pas à cette phrase que vous avez évoquée, un pays majoritairement blanc et chrétien. Alors comment vous expliquez que dans le fond, cette phrase est une phrase qui correspond à l'idée que l'immense majorité des Français a de son pays? Et c'est une autre question, effectivement. Dans l'histoire que j'ai apprise tout au long de mes études, du primaire au supérieur, l'idée que la France a aussi été, qu'elle a été constituée par des peuplades avant de devenir la France, ça, on l'a à peu près appris, et qu'une fois devenue la France, avec le français, les quotas, etc., finalement, l'immigration n'apparaît plus, on ne l'apprend plus, sauf sous la forme, à un moment, le rappel de la guerre d'Algérie ou autre, effectivement, l'apport de l'immigration. Oui, bien sûr, ce que je disais. À la France, je ne me souviens pas dans le fond d'avoir eu l'occasion de l'entendre dans mes études, ni même dans mes lectures d'enfants. Je pensais en vous écoutant, je lisais récemment, Michelet disait que il analyse l'histoire de France en disant qu'il y a un moment où en France, l'histoire a effacé la géographie, ce qui est un très joli mot. Au début, la géographie est prégnante, et puis progressivement, la volonté des hommes font que l'histoire efface la géographie. Pour vous répondre sur le fond, d'abord, le propos que nous citions, la députée européenne qui l'avait prononcé disait race blanche. Hein. Bon, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et que le mot race, scientifiquement, n'a pas de sens. Bon, pas la peine que j'en reparle ici. Hein. Et que, moi, ce qui me semble est chrétienne. Bon, alors, moi, ce qui me semble simplement, c'est que il est bien possible que, je ne sais pas si 80% des Français pensent cela, je ne sais pas. Mais ça veut dire quand même qu'on leur a mal enseigné l'histoire. Ça veut dire qu'on leur a mal enseigné l'histoire, et j'en prends ma responsabilité, et je prends mes responsabilités dans ce domaine-là, puisque j'en ai eu des responsabilités. Si on regarde bien le déroulé de l'histoire de France, il y a certes eu, on ne va pas recommencer le problème des racines chrétiennes, etc. Ça ne m'intéresse pas. La chrétienté a joué un rôle éminent, bon, c'est une évidence totale. Mais, ce qui me semble être une évidence totale aussi, c'est qu'il y a toujours eu un dialogue entre les deux récits dont j'ai parlé, entre le récit providentiel chrétien et l'autre récit. Et que ça commence dès les hérésies médiévales peut-être. Hein. On pourrait discuter, je vais trop vite là, mais ça commence sûrement à la Réforme, hein. Ça commence à l'humanisme, ça continue aux Lumières, et qu'il y a eu un dialogue entre deux visions de la France, hein, et une vision chrétienne, etc., et une vision qui contestait cela, hein, contestait au nom des protestants, au nom des libres penseurs, au nom des Lumières, au nom de toutes sortes de noms, de la tolérance, tout ce qu'on voudra. Et que ça c'est... Et donc la France était construite par la vision chrétienne et la contestation de la vision chrétienne. Je crois que c'est ça qui est intéressant de dire, par une dialectique, si vous voulez, entre la vision chrétienne et sa propre contestation. Ça qui me semble intéressant. Ce que vous dites sur l'immigration, c'est ce que j'ai dit, hein. On est bien d'accord. Hein. Il faudrait... Alors, l'explication de forme plutôt, pour lesquelles on n'a pas assez analysé migration-immigration, c'est que c'était fait en général en géographie. Et que dans le chapitre en première, puisqu'on fait, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on faisait la France en première depuis 1900. Depuis 1900, en classe de première, on faisait la France. C'est intéressant parce que dans l'évolution des programmes, on a fait la France. Puis après 1945, on a fait la France et l'Europe. Et plus récemment encore, on a fait l'Europe et la France. Ce qui est dans l'évolution, pour décrire l'évolution des temps, est tout à fait intéressant. Donc c'était fait en général dans le chapitre sur la population de la France, comment la France était constituée. Mais ce n'était pas suffisamment fait en histoire, vous avez tout à fait raison. Hein. Et que, un des problèmes, c'est que, encore une fois, la France aujourd'hui est plurielle. La France est plurielle. C'est un constat que je fais. Ce n'est pas forcément mon souhait, mais c'est un constat que je fais. C'est comme ça. La France est plurielle. Donc il faut s'arranger pour voir comment on fait qu'une France plurielle. Hein. Et il faut construire une histoire qui montre comment elle est plurielle, comment elle est devenue plurielle. Avec des conflits, avec toutes sortes de choses, hein, bien évidemment. Voilà ce que je pourrais vous répondre.
Est-ce qu'il y a d'autres... Mais ce pluralisme était combattu fondamentalement par cette notion que tu as allusion, par le jacobinisme Oui, foncier absolument. du système politique, au moins à partir de la Révolution. Dans les années 1980, on a vu ce débat, qui n'était pas du tout un débat rhétorique, entre intégration et assimilation, les partisans des uns et des autres. Et dans la conception de la nation, la France, me semble-t-il, se caractérise, et ça explique une partie du gommage du problème de l'immigration. C'est que la France a intégré de façon unique au monde aussi sa conception de l'empire colonial, qui s'est intégré à la nation par une espèce de grand discours. Dans les faits, c'était peut-être différent, mais dans le discours, l'empire colonial n'avait pas le statut du British Empire. C'était une partie de la nation. Les taches roses, le département français d'Algérie. Hein. Dans ces conditions, il n'y avait pas d'émigration. Bien sûr, bien sûr. La France qui s'agrandissait. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis bien d'accord. Si j'ai évoqué le jacobinisme, c'est pour cela. C'est que je crois qu'il y a eu une crise de ce modèle-là. Hein. Et une crise de ce modèle. Et que cette crise, elle se voit. La crise du jacobinisme. Moi, je connais bien le monde scolaire, hein, le ministère de l'Éducation nationale. Ce que je peux dire, pour en avoir été témoin, et ça s'aggrave actuellement, c'est qu'à peu près, on peut le dater, hein, depuis que Allègre a été ministre. Plus rien de ce qui est décidé en haut n'arrive en bas. C'est-à-dire, ça ne marche plus. Les chaînes de commandement, si je peux dire, les chaînes d'impulsion ne marchent plus. Très vite après Allègre, on a vu quand même des enseignants brûler des livres, hein, les livres du ministre Luc Ferry, hein. Il y a eu un épisode qui était ni plus mauvais qu'un autre, ces livres, hein, que les autres, hein, qui était du diagnostic sur l'école, auquel tout le monde aurait pu adhérer, d'ailleurs, auquel tout le monde a adhéré. Mais actuellement, le ministère est tellement énorme, hein, est tellement fossilisé que plus rien n'arrive. Hein. Pour prendre un autre exemple, si vous voulez, j'ai dit l'usure du réseau. On continue à répéter des choses sur la laïcité qui ne s'adaptent plus, me semble-t-il, au monde dans lequel nous vivons. Hein. Et on continue à dévider, et chaque ministre recommence. Le dernier, c'est Vincent Payon, qui a inventé l'enseignement de la morale, moi, ce qui me hérissait. Je ne supporte pas qu'on puisse dire qu'on enseigne de la morale à l'école, c'est contraire à tout ce que je pense, qu'on puisse enseigner la morale à l'école. Hein. Et depuis Chevènement, tous les ministres ont rajouté une couche sur la laïcité et l'éducation civique, en pure perte. Et jamais on ne fait... Moi j'ai demandé, quand j'étais responsable de tout cela, j'ai demandé qu'on fasse des enquêtes, qu'on montre que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ça ne servait à rien. Hein. On continue, en pure perte, à dire qu'il faut un enseignement civique, maintenant moral, hein, qui ne sert à rien. Moi, je crois que ma position à moi, c'est que tout enseignement est civique et entraîne avec lui la morale. Hein. Et tout enseignement est une manière civique et morale d'enseigner les mathématiques, d'enseigner l'anglais, et tout enseignement est moral et civique. Hein. Et que réserver une case particulière pour le civisme est une erreur profonde. C'est pas une discipline, le civisme. Hein. C'est pas une discipline. C'est une pratique, c'est une morale, c'est des principes. Alors, on ferait mieux d'enseigner un peu de droit. Alors là, c'est un autre problème. Le droit qui est complètement absent de l'enseignement scolaire, hein, mériterait davantage l'enseignement du droit, réellement du droit, hein, et pas l'enseignement de sciences économiques et sociales qui touche un peu le droit, mais un enseignement qui mêle la sociologie, l'économie, qui mêle plein de choses en même temps. Hein. Alors il n'y a pas d'enseignement du droit. Mais c'est vrai qu'on est dans une école très fossilisée dans ce domaine-là. Oh, je vous en prie, oui, je vous en prie. Les deux histoires que vous racontez là, oui. je les ai vécues, ce que j'ai fait, comme beaucoup de Français, j'imagine, puisque la moitié des Français, à un moment ou l'autre, Bien sûr. les scolaires ont rencontré l'enseignement privé, qui est majoritairement confessionnel, on va dire de culture chrétienne. Enfin, plus, oui. Est-ce qu'on ne peut pas, bon, d'abord vous savez si ces deux histoires ont continué à perdurer dans les deux enseignements, mais en tout cas, il me semble qu'on peut dire une chose, c'est que ces deux histoires, elles convergent quand même, me semble-t-il, sur l'idée de nation. Alors, elle peut être plus républicaine dans un cas, éventuellement monarchiste dans un autre, mais ces deux histoires, elles
me semble-t-il, elle fabrique le même concept de nation française. Alors, ça me permet de rajouter, je n'ai pas tout dit, loin de là. Hein. Sur votre première remarque, actuellement, il n'y a aucune différence. Hein. Il ne doit pas y avoir de différence. L'enseignement privé sous contrat est contrôlé par des inspecteurs de l'éducation nationale, c'est les mêmes programmes, c'est des manuels comparables, il n'y a plus aucune différence. Localement, ici ou là, on pourra, bon, dans tel ou tel type de... Bon, globalement, il n'y a plus de différence. Hein. Alors ce que vous dites, bien sûr, est tout à fait vrai. Hein. Et le sommet de ce moment historique était la guerre de 14. Le sommet et la fin en même temps. Le sommet et la fin, si vous voulez. Parce qu'on voit bien comment, avant 14, on rivalise. Plus national que moi, tu meurs, hein, dit-on à l'autre. Hein. Et que, entre la droite et la gauche, entre Clémenceau et l'Action française, hein, on pourrait, si on veut personnaliser un tout petit peu les choses, on en rajoute dans l'exaltation de la nation. Hein. Il est vrai qu'ensuite, on en rajoute aussi, vous le remarquerez, mais ce n'a plus le même sens entre De Gaulle et Pétain. Hein. Et De Gaulle et Pétain ont la nation. Alors, est-ce que c'est la même nation? Pas tout à fait, hein, entre De Gaulle et Pétain. Mais entre De Gaulle et Pétain, c'est la nation d'un côté comme de l'autre qui est exaltée. Hein. Seulement, c'est la nation qui ne supporte pas l'occupation pour l'un, ou c'est la nation qui va trouver une place dans l'Europe allemande. Hein. En gros, la différence, Pétain parie que la collaboration permettra à la France, à la nation française, d'avoir une place privilégiée dans l'Europe allemande. C'est le pari de Pétain, ça. Il l'a dit maintes et maintes fois. Hein. Il avale encore plus. Hein. Et le pari de Gaulle, c'est un autre pari, que la nation française ne survit. Alors De Gaulle, c'est encore autre chose, parce que De Gaulle, la nation, c'est lui. Hein. Ça va bien au-delà. Mais Pétain aussi, d'une certaine manière. Hein. La nation, c'est lui, et il a emporté la nation. C'est bien qu'il n'a pas voulu proclamer la République en 1944 au balcon de l'Hôtel de Ville, parce que la République, elle avait continué à exister dans sa personne. Hein. Elle n'avait jamais cessé d'exister. Il était parti sous-secrétaire d'État aux armées. Donc il avait une parcelle de légitimité républicaine. Hein. Quand il revient, c'est comme la Sainte Croix, c'est pour ça qu'il y a une transcendance, si vous voulez. C'est comme la vraie croix, il porte la vraie croix, si je puis dire. Hein. Et il a cette parcelle de légitimité, et donc la légitimité avec lui a traversé le conflit et la République en sa personne. Hein. Les mémoires de guerre, je vous le rappelle, vous le savez bien, ça commence, je me suis toujours fait une certaine idée de la France, hein, princesse des légendes, etc. Hein, d'ailleurs, il y a une confusion permanente entre sa croyance nationale et sa religion. Hein. La France, c'est aussi le visage de la mère, et c'est aussi le visage de Marie. Hein. Je le disais tout à l'heure, c'est pas tout à fait par hasard qu'il descend les Champs-Élysées. Vous relirez le passage des mémoires de guerre. Quand il le raconte, cette descente des Champs-Élysées en août 1944, il descend dans l'histoire de France. Et chaque monument lui permet d'évoquer les heures et les malheurs. Hein. Les Invalides, la Concorde, etc. Il passe à l'Hôtel de Ville et il arrive à Notre-Dame et il fait chanter un Magnificat. Pas un Tédéum comme on le croit parfois, hein, mais il fait chanter un Magnificat. Ah bon? Ça c'est de la... Bon, c'est les méchantes langues qui disent ça, non? Mais moi je crois qu'il a voulu un Magnificat. Il avait écarté Suard, il avait demandé à Suard, qui avait plus ou moins été pétainiste, de rester dans son archevêché, hein, de ne pas se montrer, et c'est un Magnificat avec les balles qui sifflaient, d'ailleurs, une scène grandiose, avec les balles qui sifflaient sous les voûtes de la cathédrale, hein, puisqu'il y avait des tireurs embusqués dans les hauteurs. Hein. Oui. Quelle articulation fait entre l'histoire coloniale et votre conclusion, l'histoire européenne, donc vous dites qu'elle est finalement impossible? Je ne dis pas tout à fait qu'elle est impossible, je dis qu'elle n'est pas faite. Je dis qu'elle n'est pas faite et qu'il serait urgent qu'elle soit faite. Mais elle ne peut être faite que si les dirigeants européens, et le président français au premier chef, proposent quelques directions sur l'Europe. Hein. Actuellement, on est bien en peine de savoir quelle politique, quelle Europe on veut. Plus personne n'ose parler de fédéralisme. Semble-t-il un mot tabou. Plus personne n'ose en parler. Hein. Et on ne sait pas où on va, si vous voulez. Alors tant qu'on ne sait pas où... Alors,
je le lance aux politiques. Ça, les historiens n'y peuvent rien, ça, si je puis dire. Hein. Tant qu'il n'y a pas de direction, on ne peut pas savoir comment on refait l'histoire, si vous voulez, je crois. Hein. Alors, je crois simplement que, à tout moment, il faudrait articuler histoire de France, histoire de l'Europe. Alors, poser des questions. Le directeur de l'école des Chartes serait bien placé pour y répondre. Est-ce que le gothique c'est français ou c'est européen, hein? Voilà. Belle question. Un peu rhétorique, mais belle question. Cluny, c'est la France ou c'est l'Europe, hein? Et on pourrait continuer longtemps comme ça, hein? Bon, alors, il faudrait articuler, si vous voulez. Hein? Il faudrait articuler, montrer quand même que Charlemagne n'a pas été un roi de France. On a voulu le faire croire ensuite qu'il était roi de France. Mais Charlemagne est européen, hein, de manière évidente. Hein. Ça dépend de ce qu'on appelle l'Europe. Je vois à propos de Cluny. Oui. Le directeur du patrimoine, il y a une quinzaine d'années, qui avait une formation d'historien, il avait préparé l'école des Chartes lui-même. Il avait entrepris de caractériser comme authentiquement européen les mouvements clunisiens. Ceci devant une table ronde composée de représentants de plusieurs nationalités. Et le conjoint a dit, Cluny, moi, ça m'intéresse absolument pas. Évidemment. Byzance n'est pas concerné par Cluny. Alors, est-ce que Byzance n'est pas dans l'Europe? Bien sûr. Qu'est-ce que l'Europe? Ah non, mais c'est bien pour ça, on est bien d'accord. C'est pour ça que ça passe par une histoire de l'Europe, qui n'est pas faite. Hein. On a réussi à faire un manuel franco-allemand, bon, qui n'a pas beaucoup... sa qualité n'était pas à mettre en cause, mais qui n'a pas marché. Hein. Pas marché parce que les programmes ont changé alors qu'on voulait être fait, ce manuel. Hein. De toute façon, les lenders ayant des programmes différents, ça ne marchait pas en Allemagne. Donc, bon. Mais on n'a pas réussi, on ne sait pas faire une histoire de l'Europe. Et le rapport à Byzance est bien sûr essentiel pendant longtemps. Hein. Le rapport à Byzance, le rapport à l'Empire ottoman, le rapport à la présence musulmane en Europe, dans les Balkans. Il y a plein de choses. On parle trop. Enfin, je vous signale que vient de sortir, paraît-il, je vais me le procurer, un remarquable dictionnaire de l'Empire ottoman, qui, enfin, on va parler de l'Empire ottoman, une gigantesque publication, hein, qui vient de sortir chez Fayard, je crois, qui est une œuvre monumentale, hein, et qui est essentiel parce qu'on parle trop peu de l'Empire ottoman. Et on parle trop peu. Dans ses rapports avec l'Europe, je vous rappelle le dernier siège de Vienne par les Turcs, 1683, hein, si je ne me trompe pas. Hein, et dernier siège de Vienne par les Turcs. Hein, c'est pas si vieux que ça, hein, la présence turque en Europe. Et ce qui est tout à fait intéressant quand même, c'est que, bon, quand même, l'histoire devrait nous montrer comment les populations arabo-musulmanes, qui sont arabo-turco-musulmanes, on va dire, globalement, pour une fois, qui sont venus en assaillant, actuellement, viennent en réfugiés, hein, et viennent demander l'asile. Hein. Il y a un renversement historique tout à fait extraordinaire, hein, avec les immigrations. Hein, et tout à fait étonnant, me semble-t-il. Hein. Alors, pour terminer sur l'Europe, il faudrait commencer par faire une histoire de l'Europe dialectiquement liée à celle des nations. Et on a besoin ensuite des politiques pour qu'ils nous disent où ils veulent aller. Hein. Et là, actuellement, on le voit dans toutes les crises européennes, il n'y a pas de réponse globale. Hein. Et d'ailleurs, là, Georges-Henri Soutou a écrit beaucoup de choses, bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais l'histoire de l'Europe, il y en a, mais c'est l'articulation avec les nations qui me manque. Qui me semblerait essentiel à comprendre. Comprendre comment ça fonctionne. Hein. D'autant plus que la France a trop l'impression, me semble-t-il, on vient de le dire à l'instant, d'incarner à elle seule l'histoire de l'Europe, si vous voulez. Hein. Ça aussi, c'est un problème. L'Europe des Lumières, on va dire, on lit partout, l'Europe des Lumières est française. L'Europe des Lumières est française. C'est pas complètement faux. C'est pas non plus complètement vrai. Bon, bref. Y a-t-il d'autres questions? Bien, avant de remercier Dominique Borne, je voudrais évoquer un souvenir de lecture tout à fait récent.
concernant si Versailles était complet de Sacha Guitry, dont le succès a excité à l'époque la jalousie des historiens professionnels et universitaires, nous reprochant toute une série d'erreurs de détails. Et il a opposé à cela une citation de Benjamin Constant qui dit à peu près ceci: si l'histoire n'était qu'un agglomérat de faits sans les artifices de la rhétorique, ce serait quelque chose de véritablement ennuyeux. Bon, la rhétorique, c'est pas simplement de la forme, c'est du fond, ce sont tous ces concepts dont... Tu permets que j'ajoute une citation. Alexandre Dumas disait « Il est permis de violer l'histoire à condition de lui faire un enfant ». Ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire.